des montagnes russes, tant en termes d'émotionnel, d'énergie, de résultats, que, non, c'est ça, j'ai fini ma phrase, des montagnes russes à un business qui est fiable et rentable avec un niveau d'énergie beaucoup plus stable, avec des résultats prédictibles, avec de la sécurité, de la récurrence et puis un niveau de kiff nettement plus élevé et qui ne fait que s'élever. Donc voilà, bon, et on va assez rapidement rentrer dans le vif du sujet. En gros, on a prévu un petit menu entrée, plat, dessert. L'entrée, c'est ce qui n'a. Ouais, alors l'entrée va peut-être être dense, hein, ceci dit. On va vous parler de ce qu'on a fait et ce qu'on a essayé et qui n'a pas marché. Ensuite, on va vous parler on va vous donner un top 3 des trucs qu'on a fait et qui ont permis que ça bouge pour nous. Et puis, on finira en vous partageant un truc que vous pouvez mettre en place tout de suite pour que ça bouge effectivement vers un business fiable et rentable. Laure, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que c'est moi qui démarre? Comme tu veux, je voulais rajouter dans le cadre que en ce moment, on est en promo d'un programme qui s'appelle Jane Austen. On ne va pas en parler là pendant le webinaire, mais à la fin du webinaire, on prendra un temps pour en parler si ça intéresse des personnes qui sont là. Et que, de toute façon, en règle générale, si ça vous intéresse de bosser avec nous, il y a un formulaire à remplir et nous, on vous aide à vous orienter vers la meilleure offre pour vous. Donc, si jamais ce webinaire fait naître des vocations de « Oh my God, je vais être coachée par une aventurière », et ben go. Salut Elina, Ouais, Sonia, Estelle. Salut les filles. bienvenue. Et si tu veux, je commence et puis on rebondit sur les trucs qu'on a essayés qui n'ont pas marché. Carrément, ça me va. Allez. Très bien. Alors moi, ce que j'avais essayé qui n'a pas marché, que j'ai mis en numéro un, c'était de faire des conférences, des articles, des collaborations, enfin d'être présente, des interviews, mais sans objectif précis. Je ne savais pas si je voulais de la visibilité, je savais pas d'objectif business précis en fait. Donc je me disais, bon, on m'a dit de faire une mailing list et qu'il fallait faire grossir cette mailing list le plus possible. Donc j'avais mis toute mon énergie là-dessus jusqu'à avoir 4000 personnes qui étaient abonnées à peu près à la mailing list. Et j'étais hyper contente, mais en fait, ça ne changeait rien à l'imprévisibilité de mes revenus et directement lié à l'imprévisibilité de mes revenus parce que je n'ai ni de vieille tante riche, j'avais ni une confiance absolument absolue dans mes économies et ma capacité à rebondir en claquant des doigts. Du coup, je faisais beaucoup de montagnes russes qui étaient liées soit à mon niveau d'excitation, de motivation pour mon business, très variable, soit à mon niveau de trésorerie, très variable également. Et donc, toutes ces actions que je faisais, elles avaient un objectif, faire grandir ma visibilité, faire grandir ma mailing list. Mais ce qu'elles n'avaient pas, c'était un objectif business, c'est-à-dire comment est-ce que faire grandir ma mailing list, faire grandir ma visibilité, ça vient nourrir mon plan de ce que j'ai envie de créer. Il n'y avait pas en fait cette brique-là. Et donc je passais mon temps, et vous imaginez bien, c'est comme jouer au ping-pong avec du vent en fait. Et tu peux lancer un paquet de balles, elles vont toutes finir de l'autre côté, elles vont toutes finir loin, mais il n'y a jamais rien qui revient et il n'y a jamais rien qui se construit. Et donc du coup, c'est épuisant, mais tu peux passer à l'action comme ça de façon répétée et très fatigante sans avoir de résultats. Non pas parce qu'il n'y a pas de résultat du tout. Factuellement, ma mailing list, elle grossissait, donc c'était cool. Mais c'était cool, pourquoi faire en fait? Et il n'y avait pas, c'était vraiment, ça paraît une évidence quand je le dis comme ça, mais regardez dans votre business s'il n'y a pas des évidences comme ça qui se planquent. C'était, c'est tellement évident pour moi maintenant, mais à l'époque, j'étais persuadée de faire ce qu'il faut pour faire un business qui marche et je ne comprenais pas pourquoi mon humeur, ma trésor et mon niveau d'énergie étaient aussi fluctuants. Donc, première erreur, c'était ça, multiplier les actions parce que la visibilité, c'est bien, les newsletters, c'est bien, mais sans savoir du tout ce que ça va venir nourrir. Moi, c'est une erreur qui me parle et en plus, moi, ma première erreur, elle est proche en fait de ce que tu amènes. C'est que moi, je me planquais derrière mon écran. C'est-à-dire que j'utilisais vachement, déjà, je suis blogueuse hein, en plus, et avant, j'étais rédactrice web. Donc, j'utilisais vachement le blog et Facebook pour trouver des clients en postant des trucs. Mais sans communiquer sur mes offres. Déjà, j'en avais pas forcément des offres claires. J'avais vaguement envie d'écrire. Et puis, bon, si quelqu'un voulait me faire travailler, je pouvais réfléchir à comment le faire pour cette personne, mais j'avais pas d'offres claires et définies. Et du coup, je communiquais pas dessus, forcément. Donc, il y avait déjà ça.
Il y avait, comme toi, beaucoup de recherches, d'avoir du monde qui me suit, d'avoir des gens qui s'abonnent, etc. Mais je ne savais pas ce que j'avais à leur vendre et je ne cherchais pas à orienter mes actions dans ce sens-là. Et puis, le truc qui est lié à ça, c'est que j'utilisais ce levier uniquement, en fait, pour trouver des clients. J'étais tout le temps sur je poste comme ça, on va me trouver et voilà. Alors qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir des échanges directs avec des gens, j'ai eu beaucoup plus de résultats. C'est-à-dire que tous mes premiers clients, ils étaient finalement dans mon réseau proche ou le réseau de mon réseau, mais en tout cas dans des gens que je connaissais déjà physiquement et avec qui ça passait beaucoup mieux quand on avait des échanges en direct. Et puis, je rajoute un truc qui va avec ça, qui est quand même savoureux, c'est que quand j'avais des opportunités de bosser avec des gens qui me parlaient, qui étaient intéressés, je faisais quand même l'exploit de les renvoyer vers mon site web, quoi. En leur disant, au lieu de prendre rendez-vous tout de suite maintenant, je leur disais, non, mais va sur mon site et prends rendez-vous, quoi. Alors que j'avais la personne face à moi, que j'avais le pouvoir, en fait, et la possibilité, voilà, d'y aller. Et non, je renvoyais toujours parce que je sentais de la peur en fait d'être dans la matière et que du coup j'allais me planquer derrière mon écran où je me sentais moins exposée et où je pouvais ne pas y aller quoi. Donc c'est marrant comment nos erreurs se répondent pour ce premier cru. Bah, j'en choisis une autre qui fait réponse du coup, parce que je regardais dans mon best-of. J'aime bien les relire là quand on a préparé ça. C'est quand même très très drôle quand je les relis. Je me dis, ah, j'étais vraiment à côté de mes pompes. Moi, j'avais pas mis d'offre sur mon site, donc je raconte souvent ça parce que ça me fait tellement rire. Vraiment, un jour où j'étais avec mon mec à l'époque et je lui disais, mais putain, je suis hyper stressée parce que je comprends pas en fait. Voilà, j'ai des abonnés, j'ai de la visibilité, je fais ma newsletter toutes les semaines et tout. Et là, je stresse, je sais pas comment je vais rentrer de l'argent et tout. Et c'est lui qui m'avait dit, mais en fait, comment on fait pour travailler avec toi? J'étais là, je sais pas. Enfin, on travaille avec moi, quoi. J'avais carrément pas d'offre. Il y a carrément un moment où j'avais plus rien à vendre. Il y avait rien d'officiel, mais il y avait rien d'officieux non plus. Même moi, j'avais même pas vu. J'avais rien imaginé, j'avais rien créé qui valait quelque chose pour quelqu'un d'autre et que j'avais envie de développer. Donc là, c'est pareil, ça paraît évident quand on regarde de l'extérieur, mais combien de fois j'accompagne même maintenant des entrepreneurs où quand on regarde leurs offres, il y a peu de choses et il y a toujours quelque chose de plus urgent. Donc, cet après-midi, j'étais avec une cliente au téléphone que j'adore et qui a vraiment de l'or dans les mains et qui adore ce qu'elle fait. Et elle me parle de plein de trucs et tout. Et puis, et je lui dis, mais t'as fait quoi là cette semaine, depuis 2 semaines, pour avoir des séances découvertes, pour avoir des échanges avec des gens qui pourraient être des clients? Elle me dit, oh là là, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Mais en fait, t'as rien à faire si t'as pas de clients ou pas assez de clients ou pas trouver la bonne formule pour que tu vendes un truc qui te fait kiffer et que les gens kiffent d'acheter. Mais il n'y a rien d'autre à faire que ça, en fait. C'est l'urgence, la priorité, le plus important, c'est tout. Dans la matrice d'Eisenhower, là, urgent, important, c'est tout en haut, en urgent et important. Il n'y a rien de plus important tant que tu as un business et pas, je sais pas moi, une fondation, une association. Il n'y a rien de plus important que de trouver qu'est-ce qui me fait kiffer, que les gens kiffent d'acheter. C'est quoi le kiff de l'intérieur qui répond à un besoin et à un kiff de l'extérieur? C'est la seule priorité. Et donc, moi, le premier truc que j'ai fait, ça a duré un temps, hein, et j'ai même eu souvent à remettre. C'est devenu une mécanique maintenant, donc bonne nouvelle, ça peut bouger. Mais vraiment, au début, les offres, c'était mon angle mort de dingue, quoi. J'adorais créer des contenus, j'adorais être présente, j'adorais parler avec des gens, faire des partenariats, des interviews, des machins, des trucs. Alors, faire des offres, là, il n'y avait plus personne, quoi. Et régulièrement, j'étais obligée d'y repenser, de me dire, attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Si là, on vient, on a un coup de cœur pour moi, est-ce que factuellement, on peut acheter des choses et est-ce que c'est facile? C'était souvent que la réponse était non et que j'étais obligée de me remettre à l'établi et de me dire, mais attends, là, tu déconnes, il n'y a plus rien qu'on peut acheter facilement chez toi. Voilà ma deuxième C'est trop bien en fait. merveilleuse. J'ai l'impression qu'on fait du tennis parce que du coup, moi, ma deuxième erreur, elle enchaîne avec ça. C'est celle que j'ai appelée le cerveau fumant ou l'attente de la révélation divine. C'est justement ces fameuses, ta cliente là qui a plein de trucs à faire, mais en fait, elle fait sûrement les mêmes trucs que moi, c'est-à-dire, enfin, que moi avant. C'est-à-dire, je vais réfléchir vraiment très, 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 très fort chez moi, derrière mon ordinateur, sur Word, à
c'est quoi la meilleure offre que je pourrais faire? Et au lieu d'en arrêter une et d'aller la confronter sur le terrain, et ben non, j'étais là à me torturer pendant des jours, des semaines sur voilà, comment faire une offre parfaite et comment faire une page de vente magnifique et comment faire en sorte que mon site web donne envie d'acheter, etc. Alors que j'avais toujours pas un putain de client, quoi. Ou très peu, donc très peu de matière finalement pour prendre du recul, affiner, aller confronter mon offre à des gens, constater qu'ils s'en fichent ou que ça les intéresse, mais qu'il y a un truc qui les retient. Enfin bref, j'étais totalement dans ma tête et pas du tout dans la matière, sur le terrain, sur voilà, je vais me confronter à des gens, je vais voir ce que j'apprends de ces expériences. Et vraiment, même quand j'ai pivoté pour devenir coach, c'était au début de Jane Austen l'année dernière. Et j'ai bouiné pendant un mois et ma coach s'est arraché les cheveux. J'ai bouiné pendant un mois sur comment faire un site internet parfait parce que une fois que je me lancerai dans le monde, ça y est, tous les clients me trouveraient, auraient une révélation en lisant ces textes fantastiques, etc. Alors que j'étais toujours pas allée parler avec des gens, quoi, concrètement. Donc, c'est vraiment le truc de voilà, faire fumer ton cerveau, un peu comme tu sais, quand tu frottes du pneu là, contre le bitume, bah, tu fais fumer ton cerveau de dingue en te disant je vais trouver l'offre parfaite, alors que concrètement, bah non, il faut rouler quoi. Il faut rouler et il faut aller chercher les infos. Et finalement, tu as beaucoup plus de clarté dans cet aller-retour qui est action, prise de recul, ajustement et boum, tu repars pour un cycle, plutôt qu'en réfléchissant très très fort, quoi. Donc C'est voilà, ça marrant. c'est. Réfléchir très très fort, j'ai pas essayé, puis après je fais si, j'ai essayé aussi de réfléchir très très fort. Bon bah du coup pour continuer dans le mode ping-pong pardon, ce que j'ai fait qui marchait pas du tout, même qui carrément nourrissait des gros downs et des gros ups, c'était réinventer mon business 60 fois à chaque fois que j'avais un coup de mou. Donc en gros, la logique c'était ah bah en ce moment je sens pas que mon business me fait kiffer. Mon Dieu, je dois pas avoir le bon positionnement. Oh là là, je pense que ma proposition de valeur unique est pas assez unique. Et donc là, il y avait un système qui se montait comme en panique, vraiment avec de la fébrilité. Je le sentais dans le haut de mon corps là, et après des fourmillements dans ma tête. Il faut tout de suite que je me réinvente. Je dois avoir un très gros problème. Et là, c'était complètement décorrélé de la réalité. Donc décorrélé de quels sont mes vrais atouts. Par exemple, le fait que j'avais travaillé la visibilité et le lien avec ma communauté. Bah, ok, c'était à côté de la plaque quand je l'ai fait, de la façon dont je l'ai fait. Par contre, le résultat, c'est que bah, la communauté, elle existait, qu'elle était réactive, qu'on avait des liens qui étaient vraiment chouettes, des événements présentiels qui se passaient hyper bien et tout. Donc, il y avait des vrais atouts. Mais alors, moi, je ne regardais pas du tout ça. J'étais en mode panique. Ah mon Dieu, je ne sais pas ce que je fais. Je ne peux pas expliquer mon pitch en 30 secondes. Je dois être une merde. Il faut absolument que je réinvente mon business. Ou alors aller me comparer à d'autres gens et chercher à plaquer ce que je vois et ce que je comprends de leur business model à moi pour me réinventer, mais du coup me réinventer toujours de l'extérieur. Et donc ce que je vois dans ce mécanisme-là, c'est que j'étais extrêmement soumise à mes niveaux d'énergie et d'émotion en fait. Si j'étais triste, ça veut dire que tout va mal. Si je suis en colère, c'est que le monde est injuste. Si je suis hyper contente, c'est que je dois faire les choses bien. Donc j'étais très en réaction. Si on me propose une conférence et une intervention, je me dis waouh, trop bien, en fait, c'est génial. Moi, je ne comprends pas ce que je fais, mais les gens comprennent puisqu'ils me demandent d'intervenir dans des conférences et j'adore. Du coup, rester attaché aux apparences. Et en même temps, je fais une offre et ça fait un flop. Mon Dieu, c'est la catastrophe. Ça veut dire que je suis nulle, j'ai rien compris au business, je ne sais pas ce que je fais. Et donc, pendant ce temps-là, ce qui est important à voir, c'est pas seulement que ça ne marchait pas, parce que ça ne marchait pas, mais c'est aussi que ça ne me permettait pas de progresser. C'est-à-dire que les montagnes russes, qu'est-ce qui est épuisant là-dedans? C'est non seulement que c'est imprévisible, mais en plus que ça se répète. C'est un manège, c'est monté en boucle. Et donc, c'est pas là le kiff de l'adrénaline de waouh, on lance un nouveau produit dans lequel on croit énormément et peut-être il se plante et du coup on prend les informations. C'est vraiment genre tout n'est que émotion et réaction. Ah, ça descend, oh, ça monte. Et il n'y a pas d'apprentissage là-dedans. Moi, c'est ça que je vois avec le recul, c'est que dans cette époque-là, il y avait de la réinvention. Il y a toujours de la réinvention aujourd'hui. C'est la nouveauté, c'est quelque chose qui est important pour moi. Plus que la nouveauté, en fait, les nouveaux niveaux de profondeur et de continuer à découvrir, à défricher et à améliorer la façon de faire, c'est important pour moi. Mais à cette époque-là, ce désir de nouveauté et de fraîcheur,
il était vraiment posé sur de la fuite, c'est-à-dire ce que je vis là ne me va pas, je vis un truc émotionnel qui ne me va pas, donc vite, je dois vivre autre chose et donc je dois tout réinventer. Et voilà, sans aucune progression, vraiment des tours de piste, quoi. Il n'y a pas de progression là-dedans, je ne me connais pas mieux, je ne connais pas mieux ma communauté, je ne connais pas mieux mon mode de fonctionnement, c'est juste, j'ai une émotion, j'en veux pas, je pars dans une autre direction. Ça marche spécialement pas. Mais c'est trop intéressant comment tu présentes ça parce que moi, ça me fait voir que je ne fais plus ça en fait. Des états émotionnels pas cool, enfin pas agréables à vivre, je les prends pour ce qu'ils sont, quoi, des états émotionnels pas agréables à vivre et c'est pas une raison pour tout remettre en cause à chaque fois. Ah mon Dieu, je vois que je me suis décollée en fait de mes états émotionnels complètement, que je suis capable de voir que là j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de laisser décanter, j'ai besoin de vivre ça, j'ai besoin de, enfin voilà, sans tout de suite me dire ah là là comme ça. Et pareil que mes critères de succès sont pas calqués sur l'extérieur en fait, que quand il y a un truc qui me déclenche une émotion de l'extérieur, je reviens à moi et je me demande qu'est-ce que ça titille chez moi et qu'est-ce que ça dit de moi en fait sur ce que je veux, ce que je veux pas, etc. Donc ça me fait voir ça, ton erreur. Bon, je vais interrompre le ping-pong parce que là j'ai un truc qui n'est pas tout à fait lié à ce que tu dis. Quoique, moi ma troisième erreur c'est le mode Brutus. Ça c'est un vilain truc chez moi. Cette croyance que si je me latte la gueule de travail, je vais être plus productive. Que en gros, euh, tu vas produire la même chose, enfin, tu vas produire la même quantité de travail sur une semaine de 30 heures, 40 heures que sur une semaine de 60 heures, alors que pas du tout. Pour celles qui ont fait de l'économie, on est sur du rendement marginal décroissant, quoi. Reste de Sciences Po, pardon. Mais vraiment, en fait, plus tu bosses et moins tu es productive dans ces heures supplémentaires de boulot. Plus tu t'épuises, etc. Donc moi, vraiment, l'erreur que je faisais, c'était genre, je me levais, boum, direct, j'allais bosser. Même des fois, je sautais le petit-déj, genre, je me levais à, je sais pas, 8h et à 8h15, j'étais au boulot, quoi. Tout de suite, la tête dans le guidon. Et puis, pareil, après manger, je m'y remettais jusqu'à des heures pas possibles. Et puis, je me disais, ah ouais, comme ça, j'arrête de bosser, je sais pas, moi, à 10h30, puis à 11h, je dors. Mais pas du tout. Enfin, à 11h, tu as la tête comme ça, tu as plein de pensées dans tous les sens qui s'agitent. Pas du tout qu'à 11h tu dors, c'est mort. Enfin, à 11h tu moulines, à minuit tu dors toujours pas, à 1h machin, et le lendemain tu veux t'y remettre à 7h et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça ne marche pas pour développer un business. Par contre, si tu veux péter les plombs, c'est vraiment la bonne voie. Genre, si tu veux le mode d'emploi, je peux te l'envoyer. Du coup, ce qui marche, c'est de dézoomer en fait, c'est d'avoir des espaces avant, des espaces après. La vie, ce n'est pas que le travail. Il y a aussi plein d'autres choses qui te nourrissent. Et enfin, moi, ce que je vois là, c'est que c'est ce que je suis en train de mettre en place. Hein, que quand je mets du temps le matin, par exemple, pour prendre soin de moi, pour faire du sport, pour faire du yoga, pour écrire, parce que j'écris aussi à côté des histoires. Quand je fais ça, en fait, ma journée derrière, elle est juste tellement plus agréable et en plus, bienfait collatéral, elle est tellement plus productive. En fait, donc il y a ça. Et quand tu fais que bosser, tu t'assèches. Enfin, moi, c'est ce que je constate en fait, c'est que en termes d'inspiration, d'idées, d'énergie, de tout, c'est comme si je me siphonnais, quoi, vraiment. Alors que si je prends du temps pour baigner dans des sources d'inspiration qui n'ont rien à voir avec le business, et boum, par ricochet, ça me fait exploser mes idées niveau business. Par exemple, moi, je suis passionnée de course à pied et de trail. Et regarder des reportages sur des mecs qui font des 160 ou des nanas d'ailleurs, et c'est trop le kiff et ça me donne trop des idées pour le boulot en fait. Donc, et pas que pour le boulot, pour ma vie en général, mais c'est juste trop le kiff et ça me remplit la bonbonnière, comme j'aime bien dire. Donc voilà, le mode Brutus, Nine, vraiment pas une bonne idée, sauf si tu veux faire un burn-out, là ça marche très bien. J'ai pas poussé jusque-là, mais je suis à peu près sûre que si j'insiste, c'est là que j'arrive. Je kiffe. Moi, j'avais le mode inverse. J'avais tellement fait le mode Brutus avant dans le salariat que quand je suis devenue entrepreneur, mon objectif, c'était clairement de bosser le moins possible. Mais du coup, je me privais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je voulais tellement bosser le moins possible ou me dire, ah, je suis pas esclave de mon travail, ah là là, j'ai tellement de liberté, c'est tellement bien et tout.
mais c'était pas non plus un vrai désir en fait. Je me disais juste, ouh là là, je vais mettre toute mon énergie à ne pas dépenser trop d'énergie, mais pas à kiffer de ouf ce que je fais et à du coup déborder d'énergie parce que c'est trop bien. Et du coup, je vois que moi, je me protégeais énormément. Je faisais en sorte de ne pas me cramer. Mais en fait, je me Hmm. cramais différemment en étant dans un niveau de kiff tellement stratosphériquement bas que ça marchait pas. Alors moi, j'arrête aussi le ping-pong. Mon autre erreur, c'était j'ai pris des cours et des formations en ligne dans tous les sens. Euh, Pareil, complètement décorrélé. J'adore ce que tu dis sur le fait d'avoir des sources d'inspiration complètement autres. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ça fait partie de ma façon de fonctionner, d'aller chercher des trucs très différents dont je ne sais pas forcément ce qu'ils vont m'amener, mais je vois que ça m'amène. Genre le Doctor Who, c'est une de mes grosses sources d'inspiration maintenant. Cet après-midi, je me suis imprimé une citation de Doctor Who que j'aime beaucoup. Je l'ai collée sur le tableau qui est à côté de moi. J'ai du Disney, j'ai du Flora Douville. Enfin voilà, j'ai la meilleure version de moi-même. Je m'entoure d'un univers qui me parle. Mais à ce moment-là, c'était pas ça. C'était je vais emmagasiner des connaissances parce que c'est comme ça que je vais devenir une bonne entrepreneur. Je pars de rien, je ne sais pas fonctionner bien, donc il me faut beaucoup de connaissances. Donc j'ai commencé par faire la B-School de Marie Forleo, que j'ai pas fini, mais j'ai quand même pris, on va dire, des grosses bases de comment ça marche. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai fait toutes les formations de copywriting d'une meuf parce que j'adorais écrire, je trouvais ça trop bien. J'en ai fini aucune. Elles étaient de très bonne qualité, mais juste, bah, comme d'hab, c'était pas du tout. C'était et en déni de mes besoins, donc de quoi j'avais vraiment besoin pour progresser, et en plus, c'était à côté de la plaque par rapport à ma façon d'apprendre. Donc, j'écoutais pas ma façon d'apprendre, je me disais juste une formation géniale. J'avais l'impression de rentrer dans le supermarché de la connaissance quoi, quand j'ai trouvé tous ces cours sur Internet, et je me disais, waouh, mais c'est incroyable, en fait, on peut tout apprendre. Et moi, j'avais envie de tout apprendre, quoi, et donc de remplir ma tête. Mais c'était aussi pourquoi ça nourrit les montagnes russes? Bah, parce qu'en fait, ça remplit ton cerveau, donc ça ramène encore beaucoup d'infos de l'extérieur, avec peu d'espace ou peu de place pour ah mais ok, mais de l'intérieur, qu'est-ce que j'ai envie de faire ça? Donc j'ai eu beau lire tous les bouquins d'entrepreneurs, tous les bouquins sur l'entrepreneuriat, regarder des vidéos, faire des formations, machin et tout. Bah, en fait, je peux pas dire qu'il y avait un gros retour sur investissement, jamais. Euh, Parce que mon attitude à moi, elle permettait pas ce retour sur investissement en fait. J'y allais quelque part pour fuir la réalité de l'entrepreneuriat, pour fuir l'expérience de l'entrepreneuriat, comme si plus de connaissances allaient pouvoir me sauver de taper dedans ou de vivre vraiment un vrai échec. Ah bah non, mais si j'ai bien lu tous les livres, je devrais pouvoir suffisamment avoir mis de mousse autour de l'expérience pour pas me prendre le mur trop violemment. Et donc, du coup, bah, non seulement ça marchait pas parce que je me prenais quand même le mur, mais en plus, comme j'avais nié qu'il y avait la possibilité d'un mur, bah, alors là, j'avais foncé dedans à fond. Et en plus, c'est très fatigant. C'est-à-dire que vraiment, maintenant, je le mesure en termes de niveau d'énergie. La relation entre qu'est-ce que je fais rentrer de l'intérieur et qu'est-ce que je jardine ou que je trouve ou l'espace que je crée à l'intérieur pour que ça atterrisse, pour que ça fasse des petits, pour que ça sorte de moi, pour que vraiment ça vienne de ce qui me correspond à moi, il était complètement déséquilibré. J'étais restée comme un enfant qui va à l'école et qui écoute toute la journée de la théorie, de la théorie, de la théorie, qui emmagasine. Il a des bonnes notes, on lui dit que c'est bien, donc il est content parce qu'on lui dit que c'est bien. Mais ça prive, ça passe pas du tout par l'expérience. Et l'entrepreneuriat, c'est exactement l'inverse de ça. C'est beaucoup l'expérience. Le but, c'est pas juste de faire une boîte qui fonctionne, ou alors là, on n'est pas sur le bon webinaire. Le but, c'est de faire une boîte qui fonctionne basée sur ce qu'il y a de fou et d'unique chez toi, sur la meilleure version de toi. Et ça ne peut passer que par OK, des informations de l'extérieur qui sont soigneusement choisies et tu sais pourquoi tu vas les chercher, et beaucoup d'espace pour de l'intérieur, en fait, OK, qu'est-ce que j'apprends de moi que je peux encore plus mettre au service de mon business, dont du coup la stratégie ne va ressembler peut-être à rien, dont du coup les résultats aussi seront surprenants et incroyables pour l'extérieur parce que en fait, bah, ça fonctionne de la façon qui me va à moi. Et donc quand j'ai compris ça, j'ai vraiment basculé et là, ça a arrêté notamment les montagnes russes d'énergie. Et les montagnes russes financières, parce que tu dépenses bah, moins de formation que tu jettes. J'ai totalement vécu un truc similaire. Moi, bon, j'ai pas acheté énormément de formations, mais j'en ai quand même acheté qui m'ont pas servi. Et en fait, il y avait
je les achetais déjà sans savoir ce dont j'avais besoin. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Oui. Sans savoir ce que je venais chercher exactement, de quoi j'avais besoin pour que ça progresse. Et du coup, je me remplissais d'infos qui me parasitaient plus qu'autre chose parce que il n'y avait pas de direction. Donc, je ne pouvais pas faire le tri entre ce que je réceptionnais. Ce n'était pas possible. Je pense que inconsciemment, enfin, je suis sûre qu'inconsciemment, j'attendais de ces formations qu'elles me disent ce que je veux. Tu vois, quand tu dis qu'il faut créer de l'espace pour entendre ce que tu veux toi, non, parce que là, clairement, tu as un vide et tu vas le remplir avec des formations dans l'espoir qu'elles te disent ce que tu es censé vouloir. Sauf qu'au final, moi, j'avais 10 000 techniques pour faire du marketing digital, mais en fait, j'avais pas d'offre. Du coup, je faisais du marketing digital sans offre. Enfin, ça partait dans tous les sens parce que trop d'infos et pas de tri fait dans ces infos-là, quoi. Donc, gros miroir aussi là-dessus. Moi, il y a un dernier truc aussi alors ça, c'est plus récent. Une dernière erreur que j'ai faite, c'est qu'au début, je voulais rendre mes clients autonomes. Alors là, je vais développer un peu. On change complètement de sujet, mais en gros, moi, j'avais cette idée que si je faisais du bon travail, à la fin de ma mission, mes clients n'avaient plus besoin de moi. C'était vraiment comme ça que je voyais le truc. En fait, là, je me suis aperçue il y a quelques temps que non, en fait, si je fais du bon travail, mes clients, ils ont des résultats de ouf. En fait, c'est ça le bon critère. Et aussi, ce que je peux faire qui est du vraiment très bon travail, c'est de créer des offres qui leur permettent d'aller encore plus loin et d'avoir des résultats encore meilleurs et d'avoir toujours un meilleur retour sur investissement, etc. Donc, ça n'a pas de sens de vouloir rendre tes clients autonomes si, avec toi, ils obtiennent des résultats de dingue. Enfin, c'est complètement… En fait, je pense que c'était hérité de mon fonctionnement je voulais dépenser le moins de sous possible parce que j'étais très inquiète en fait à l'idée d'investir, très inquiète à l'idée de dépendre d'autres personnes que moi pour me développer. J'avais tout ce truc de je dois y arriver toute seule, sinon je ne le mérite pas. Bref, voilà, j'avais plein de pensées comme ça. Et quand j'ai débunké ça, j'ai senti tout un truc s'ouvrir de ah ouais, ça ouvre la porte à la fidélisation client en fait, qui t'évite de remonter tous les matins, enfin de remettre tes bottes tous les matins pour repartir à la pêche, alors que tu as déjà des clients avec qui tu bosses, qui sont satisfaits, avec qui ça marche, qui ont des résultats. Enfin, moi, ça m'a ouvert un truc, j'étais là, waouh, ça peut se passer comme ça, mais c'est trop bien. Donc voilà, gros bullshit de vouloir d'abord être autonome et rendre ses clients autonomes. C'est n'importe quoi en fait. C'est vraiment pas une bonne idée, surtout si tu veux ces fameux revenus rentables, prédictibles. Je veux dire, si tu veux créer de la récurrence, de la sécurité et voilà, pas te demander tous les mois, mais d'où va arriver le prochain client? Est-ce que je vais en trouver? Ah là là, et mettre tout un tas d'énergie à repartir à la pêche tous les matins, quoi. Ouais, si jamais il y en a qui ont des doutes par rapport à ça, euh, moi, je sais qu'un anti-modèle absolu, c'est les opérateurs téléphoniques. En gros, c'est vraiment, je sais pas comment dire, en termes de relation, c'est l'équivalent de sortir avec Photoshop, avec une version photoshopée de quelqu'un, quoi. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas signé, tout est beau et merveilleux et incroyable et ton forfait va te coûter 2 centimes et en plus, tu vas avoir un téléphone offert, je sais pas quoi, et trucs. Et alors, dès que tu as signé, plus personne n'en a rien à foutre de ta gueule. Tu te retrouves avec des factures, avec des trucs dans tous les sens. Tous les ans, ça va augmenter alors que c'est toujours hyper moins cher pour les nouveaux clients. Enfin bref, les opérateurs téléphoniques, c'est typiquement un business model qui met un gros focus sur conquérir constamment des nouvelles parts de marché, conquérir constamment des nouveaux clients. Donc, tout est fait pour favoriser le client entrant. Et ça compte sur un mécanisme psychologique qui est le coût de transition. Je crois que c'est un terme un peu plus scientifique que ça, mais bref, le coût qu'ils savent qu'une personne, pour changer d'opérateur, en plus, ils peuvent alourdir ce truc-là, le système des salles de sport aussi, ils alourdissent le coût de transition. Donc, du coup, une fois que tu as signé, quelque part, tu es un peu coincé, ou en tout cas, il y a des démarches, il y a du temps à investir, c'est chiant de changer. Tu vas peut-être perdre ton numéro de téléphone, ou alors il va y avoir une portabilité, mais c'est un peu long, et machin, et tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment le type de comportement qui est l'inverse de ce que moi, je respecte, ce que je veux dans un business. Bah, c'est pas le cas dans tous les business, mais si tu te contentes
de donner à tes clients exactement ce qu'ils ont demandé, pas un poil de plus, et surtout qu'à la fin, ils repartent et surtout pour pas les harceler, ils n'entendent plus jamais parler de toi, alors qu'ils ont adoré travailler avec toi. Ça leur a donné satisfaction, ce qu'ils veulent, de la joie. Ben, je sais pas, c'est comme si quand tu vas voir un film d'un réalisateur ou d'une réalisatrice que tu adores, bah, on ne te dit pas, non, tu n'iras plus jamais voir ces prochains films. C'est fini pour toi, par contre, parce que tu en as vu un. Donc, du coup, merci maintenant de passer à d'autres réalisateurs et réalisatrices. Pour cette personne, il faut que tu arrêtes. Bah, c'est ce que vous faites à vos clients, en fait, quand vous ne vous posez pas la question de, bah, OK, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qui peut être encore plus cool? Et où est-ce qu'on peut aller encore plus loin ensemble? Donc pour moi, là, il y a un vrai endroit à regarder parce qu'il y a des gros mythes là-dessus, que c'est respectueux ou éthique de ne pas continuer à vendre des choses parce qu'il y a des gens qui le font en mode gros requin dégueulasse, on est d'accord, mais tu n'es pas obligé d'être un gros requin dégueulasse. Tu peux aussi choisir de dire, mais on a une relation de confiance qui existe, on aime travailler ensemble. Moi, j'ai les mêmes clientes depuis 5 ans, depuis le début des aventurières, certaines. Mais j'adore, c'est trop bien parce qu'elles me challenge. Comme elles grandissent, bah, moi aussi, il faut que je grandisse parce que sinon, je ne peux plus les accompagner. Et c'est un gros kiff de bosser ensemble. Et en termes de business, c'est toujours plus facile de revendre à quelqu'un qui t'a déjà fait confiance, qui est déjà content d'avoir travaillé avec toi, que d'aller complètement de zéro créer une relation avec une nouvelle personne. Et si vous regardez le calcul, il y a certains business models ou business où il y a besoin de assez peu de clients en fait pour fonctionner. Il y a des business où une dizaine de clients très fidèles qui adorent travailler avec toi, bah, c'est suffisant et c'est safe parce que sur 10, même s'il y en a un qui lâche, bah, il y en a un seul à retrouver. Donc, il y a vraiment à réfléchir à ça et à regarder est-ce que dans ton business, tu ne te crées pas des montagnes russes juste parce qu'il ne faut pas être un requin et revendre, mais en fait, tes anciens clients, ils n'attendent qu'une chose, c'est que tu proposes de la valeur et des nouvelles offres pour continuer à travailler avec toi. Et mon dernier point de bazar, c'est assez lié aux autres. Comme je suivais le fil de mes émotions, je passais beaucoup d'heures à parler aux mauvaises personnes. Donc, on rejoint ça. Là, le but de vous partager les trucs qu'on n'a pas fait, c'est d'éclairer des potentiels angles morts dans lesquels pourraient être planquées des raisons pour lesquelles votre business n'est pas du tout satisfaisant ou est très épuisant. Ben, moi, je passais beaucoup de temps au téléphone, en coaching, même de façon payante ou de façon gratuite, avec des gens qui m'entretenaient dans mon système. C'est-à-dire que j'y allais en mode, ah là là, c'est compliqué, machin et tout. Ah bah t'as peut-être un problème de légitimité. Ah bah oui, prenons une mission de coaching pour travailler sur la légitimité. Comme ça, on est sûr qu'on va absolument rien faire bouger et que dans 2 mois, c'est la même. Avec une coach qui te fait lister la liste des choses que tu as fait, dont tu es fier, et c'est bien, et oh là là, regarde ce que tu as fait. Mais non, mais quand même, je me souviens des discussions qu'on avait littéralement où elle me disait, ah non, mais tu peux pas dire ça parce que tu as réussi ça. J'aimerais me dire, mais meuf, enfin, si c'était si simple que ça, je me sentirais pas illégitime. Je sais que j'ai déjà fait ça. Moi, mon impression, c'est que je vais jamais pouvoir le faire et que j'ai eu de la chance. Bah oui, mais non, c'est pas de la chance. Donc ça, c'était le niveau de coaching et de prestation que j'étais OK pour accepter, hein. Donc voilà, on est bien. Mais par contre, c'est confortable. Tout le monde t'entretient dans ton truc et tu te dis, ah bah oui, bah c'est dur parce que c'est dur, hein. C'est dur pour tout le monde. Oh là là, les montagnes russes, ça fait partie du processus. La réalité, c'est que c'est pas obligatoire. Il y a des zones de challenge, mais il y a aussi des façons d'être en relation avec toi et des gens qui peuvent t'accompagner pour que les zones de challenge ne soient pas synonymes de faire un tour dans son slip et ne soient pas synonymes de ah bah quand ça va mieux, j'en profite parce que derrière, ça va inévitablement redescendre. Donc, je peux vous dire honnêtement que depuis 1 an et demi, à peu près, ouais, c'est ça, 1 an et demi, bah, j'ai eu des moments de fatigue, certes, j'ai eu des moments où j'ai traversé des challenges, j'ai eu des moments où j'ai pris des décisions difficiles, mais je peux pas dire que j'ai eu de gros downs où j'étais au fond du trou en train de me dire, il faut que je réinvente tout, je sais pas quoi. J'ai eu des opportunités, des portes ouvertes, mais vraiment, ma relation à l'intensité, à mes émotions a tellement changé. J'ai tellement travaillé là-dessus, et c'est pour ça aussi que les aventurières bah, existent et ont un visage très différent de départ, parce que quand j'ai découvert ça pour moi, je me suis dit, mais c'est absolument impossible que ça ne fasse pas maintenant partie de notre accompagnement et que ça ne soit pas extrêmement présent dans la façon de bosser, parce que tant que ça ne bouge pas, en fait, tu signes pour répéter les mêmes trucs, puisque c'est juste ton mode de fonctionnement, le mode que tu connais. Donc, tant que tu continues à te faire accompagner par des gens qui te brossent bien dans le sens du poil, mais oui, c'est bien ma chérie, oh là là, c'est dur, tu dois te sentir illégitime et tout, bah, tant que tu continues dans ça, il n'y a rien qui bouge. Moi, je me sens plus illégitime, j'ai fait zéro travail sur la légitimité. Ça n'a pas bougé grâce à ça, parce que c'est un leurre. C'est vraiment regarde par là, comme ça tu regarderas pas par là.
Donc voilà, mais ma dernière erreur, c'était d'avoir passé beaucoup d'heures à parler avec des personnes et faire des tours en rond ensemble. Soyons plus forts dans les montagnes russes ensemble, mais personne ne descend du manège. Ah ouais, moi, ça me fait penser là, ce qui m'a fait vraiment bouger le sentiment d'illégitimité, bah, c'est de travailler avec toi hein, l'année dernière avec Jane Austen, enfin d'avoir commencé l'année dernière. Et c'est le passage à l'action et la prise de recul sur ce qui a été fait. Parce que je me souviens d'une phrase que tu m'as dite et qui m'avait fait bugger de dingue. Tu m'avais dit, mais tu as un blog qui cartonne, mais tu sais pas comment tu as fait. Et je me souviens que ça m'avait vexée que tu me dises ça. J'étais là, putain, mais pourquoi elle me dit ça Je lui ai rien demandé, quoi. Et en fait, bah, ça a infusé, quoi. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai, je sais pas comment j'ai fait. Et du coup, bah, j'ai pas eu la réponse tout de suite, hein, mais du coup, j'ai mis un focus là-dessus. Il y a eu un petit coin de mon cerveau qui s'est dit, OK, bah, chaque fois qu'on a des infos là-dessus, on les rassemble et on les met sur une liste. Comme ça, on en saura plus. Et bah, au bout d'un moment aussi, j'ai compris comment j'avais fait, tu vois, et j'ai pu solidifier en fait bah, ce que j'avais fait pour le reproduire, pour savoir que j'en suis capable, pour le reconnaître. Et du coup, bah, je n'ai pas travaillé directement sur mon syndrome de l'imposteur ou ce que tu veux, appelle ça comme tu veux. C'est juste que petit à petit, j'ai reconnu ce que j'avais fait, je l'ai ancré et je sais que je suis capable de le reproduire. Parce que là, si demain je devais recommencer un business, bah, je sais que je suis capable de monter un business en fait. Donc du coup, j'ai plus d'inquiétude vis-à-vis de ça, quoi. Hmm. Donc voilà, et si jamais il y a des mois qui, pour X ou Y raison, sont creux, c'est pas la panique à bord parce que je sais que je suis capable de recréer des offres et pareil, de relancer la machine si jamais pour un truc marche plus, si jamais avec certains clients ça va plus. Enfin voilà, il y a vraiment une inquiétude là-dessus qui est partie, quoi. Qui est partie. Là, ces derniers mois, j'ai beaucoup bossé sur mon livre, j'ai moins consacré de temps au développement dans mon business. Donc là, mon chiffre d'affaires a légèrement baissé. Il n'y a pas de panique parce que je sais que voilà, c'est des efforts qui ont été mis à un autre endroit et que bah, là, je sais ce qu'il faut faire si je veux que ça reparte, quoi. Et c'est ce que je suis en train de faire parce que j'ai fini d'écrire mon livre. Ça y est. Ok, tu veux rajouter un truc sur les erreurs ou on passe sur le top 3 des trucs trop bien qui nous ont fait bouger? Top 3. Je propose au lieu de faire un ping-pong, parce que ça prend plus de temps et comme on a envie de Yes. rebondir l'une sur l'autre, on fasse notre top 3 chacune son tour. Ok, ok. Eh ben, je t'en prie. Ok. Mon top 3, bah, du coup, le numéro un, j'en ai parlé déjà pas mal, c'est regarder à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment tourner le regard à l'intérieur. Et bon, je ne parle pas de putain de trucs, de livres que j'avais lus 12 fois. Oui, la paix, tu la trouves à l'intérieur, machin et tout. Oui, j'ai lu ça, tout ça, avant de vraiment regarder à l'intérieur, c'est-à-dire prendre le temps. Non pas, je regarde à l'intérieur et je dois trouver la solution maintenant. Mais je me souviens d'une phrase de mon coach aussi qui m'avait fait bugger. J'étais en train de lui dire, ouais, je cherche mon positionnement, machin et tout, je trouve pas là. Il me dit, ok, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je dis, mais oui, ça m'arrive tout le temps, tous les mois, c'est horrible, machin. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu fais d'habitude? Bah, je réfléchis beaucoup et je fais des listes et j'essaie de trouver un positionnement et voilà. Et il me dit, ça marche bien? Bah non, ça marche pas du tout. Et en fait, vraiment, à ce moment-là, je ne peux pas expliquer exactement pourquoi. Il y a aussi une question de timing, dans l'énergie chez moi. J'étais prête à entendre ça, en fait. De faire le constat de ah putain, mais en fait, tous les mois, je fais la même chose, le même délire, mais ça ne change pas. Ça a débranché mon cerveau. Vraiment, je me suis dit, bah, là, tu as testé clairement une méthode qui ne marche pas, donc tu arrêtes. Et j'ai décidé à ce moment-là d'aller regarder ailleurs. Mais je ne savais pas où était ailleurs, je ne savais pas ce que j'allais trouver, je ne savais pas comment faire. J'ai accepté de me détacher du comment et de regarder à l'intérieur, d'avoir juste cette intention de je vais rebrancher mes désirs et mon ambition. Et c'était hyper expérimental et ça, comme tu disais, bah, j'avais juste cette intention de, quand je me souviens très bien de cette période-là, je me voyais partir dans ma tête et j'avais un truc qui s'allumait dans mon cerveau, genre non, mais ça, on sait que ça sert à rien. Et du coup, j'arrêtais et je me disais comment je me sens maintenant? Ok, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je faisais juste ce petit check interne. Je constatais que souvent mes émotions étaient beaucoup plus diverses que ce que j'avais imaginé. C'était vraiment ça mon premier pas. Je disais, ah, je me sens hyper stressée. Ah, mais je me sens aussi un peu sereine. Ah, ben il y a un peu de joie, il y a de la hâte, oh, il y a de la peur aussi. Et puis en fait, je me retrouvais avec souvent un arc-en-ciel d'émotions et j'étais vachement contente de me dire, putain, mais en fait, il se passe beaucoup plus de trucs que juste la première impression que j'ai qui est je suis en panique, quoi. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Rebrancher ça, retourner le regard vers l'intérieur, ça m'a permis de rebrancher mes désirs.
et ensuite de rebrancher de l'ambition posée sur ces désirs. Et au bout de 2 ans de gros boulot, c'est pas obligé de prendre 2 ans pour tout le monde, hein, mais je vous donne une idée de temps que ça a pris pour moi, pour que vous ayez des repères en tête de ce que ça peut faire. J'ai rebranché non seulement des désirs, j'ai rebranché de l'ambition et j'ai une vision pour la première fois extrêmement claire de si on me dit à quoi je veux que la boîte ressemble dans 25 ans, je sais exactement à quoi je veux que la boîte ressemble dans 25 ans. J'ai aucune idée de comment on va y aller, mais je sais à quoi la boîte ressemble, je sais combien de personnes j'ai envie d'avoir qui bossent dans cette boîte, je sais ce que j'ai envie qu'on crée pour nos clients, je sais tout ça en fait. Mais ça s'est passé par ces étapes-là de je ne sais pas comment, mais j'ai décidé de remettre le regard intérieur. Deuxième truc, une fois que j'ai compris ça, que j'ai vu que le coaching me plaisait et m'appelait, j'ai fait un choix d'y aller à fond et de mettre un gros focus sur mon cœur de métier. J'ai complètement lâché toutes les stratégies de marketing que je faisais avant. Donc, j'ai lâché les trucs de visibilité. J'ai lâché le fait de chercher à avoir plus de monde sur la newsletter. D'ailleurs, elle est maintenant à 1280 personnes, donc presque 3-4 fois moins qu'avant. J'ai lâché... j'ai tout lâché en fait, sauf coaching, supervision, un bloc. Et j'ai continué à écrire ma newsletter parce que j'aimais bien faire ça. Et donc, j'étais à fond là-dessus. Et mais j'ai fait le choix d'écouter un désir qui naît en fait. Même sans savoir, j'avais pas de garantie que ce désir va être le bon, que ce désir va me porter pendant tout le temps. D'ailleurs, maintenant, ce désir, il évolue. Il s'enrichit. Je vois que l'entrepreneuriat et le côté entrepreneur chez moi prend de la place et du coup, remet le coaching à une autre place. Bref, euh, j'ai choisi de plonger dedans vraiment à la hauteur de ma nouvelle ambition. J'ai un désir, je l'écoute et j'y vais à fond. Et j'ai assumé ce niveau d'exigence. Donc, j'ai du jour au lendemain dit sur mon site, j'arrête de faire des programmes en ligne, j'arrête de faire du marketing, je ne fais plus d'accompagnement de type conseil, je ferai que de l'accompagnement de type coaching. Ce qui, a priori, de ce qu'on me dit, était un pari extrêmement risqué, mais moi, je ne trouvais pas ça risqué du tout. C'était tellement absurde pour moi de dire, ma mission depuis le début, le truc que j'ai envie de faire avec cette boîte, c'est d'aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes, à rebrancher ce qu'ils ont d'unique et de chouette et de faire quelque chose avec ça. Et là, je rebranche un truc qui est chouette et que j'ai envie de faire. Et par contre, je continuerai à faire du moitié-moitié, à pas prendre trop de risques, à y aller tranquillement, oulala. Et ça ne me ressemblait pas, en fait. J'avais pas envie de faire ça. J'ai fait confiance à la communauté aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je ne ressentais pas un très gros risque. J'avais l'impression d'avoir tellement pas de système et d'avoir tout fait à l'arrache avant que je me suis dit, bon, là, je ne vais pas faire à l'arrache, je vais y aller vraiment méthodiquement. Et effectivement, les gens ont suivi. J'ai eu des clientes qui ont suivi, j'ai eu de nouvelles clientes qui sont arrivées. C'était très chouette. Et mon focus était tellement élevé sur mon cœur de métier que du coup, la qualité de mon coaching a très vite augmenté aussi, et donc mes prix, et donc les revenus et les demandes de clients. Donc ça, c'est important parce que mes revenus n'ont pas du tout augmenté en augmentant ma visibilité. J'ai baissé ma visibilité, mes revenus ont augmenté. Mes revenus ont fait x10, ma visibilité a fait divisé par 4. Donc, on est vraiment sur un truc de gros mythe de il faut absolument travailler sa visibilité. Dernier, j'ai créé un système extrêmement solide et vivant autour de mes objectifs et de qui j'ai envie d'être. Donc, la vision et ce qui me manquait au départ, c'était pas tant combien je veux gagner, machin et tout, ça fait partie de ça, mais c'était vraiment qui j'ai envie d'être. C'est qui la personne que j'ai envie d'être. Et autour de cette question-là, et donc comme je vous disais, de rebrancher l'ambition, de regarder à l'intérieur, et ben, autour de ça, j'ai créé un système vraiment très solide en fait, qui inclut des espaces de soins, qui inclut des espaces de prise de recul, qui inclut des gens qui me font passer à l'action, qui inclut un environnement amical aussi qui a beaucoup été modifié et qui fait qu'aujourd'hui, mais si je regarde, j'ai pas de hobby en fait, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps. J'ai pas de hobby, j'ai extrêmement peu d'espace que je pourrais appeler divertissement et j'ai jamais été aussi bien en fait parce que c'est tout ce que je fais nourrit qui j'ai envie d'être. Et si ça ne le nourrit pas, le système, il est vivant, donc il évolue au fur et à mesure, les gens changent, le rythme peut bouger. Mais voilà, il y a vraiment le kiff d'être moi et de créer en partant de qui je suis, il est extrêmement élevé. Et donc, du coup, voilà, le système me permet de le nourrir et d'évoluer avec ça en permanence. Et donc, un système, ce n'est pas forcément un truc rigide et chiant. Système, c'est aussi des potes que je choisis de voir,
c'est aller faire ma chorale. Donc, j'ai dit que j'avais pas de hobby parce que pour moi, je suis très sérieuse et très engagée. Donc, quand je fais, c'est plus du tout le cas depuis le Covid parce que je déteste les répétitions en ligne par ailleurs. Mais quand j'ai commencé à aller à la chorale, j'ai pris ça extrêmement au sérieux et j'ai regardé que ça nourrissait mon artiste. Et du coup, j'ai regardé comment je pouvais continuer à nourrir mon artiste. Et voilà, mon système, il est constamment en train de se upgrader. Il n'est pas du tout en train de baisser. Et ça, c'est extrêmement agréable parce que, bah, pareil que ton truc sur l'autonomie, mais dans l'autre sens, moi, j'avais un gros mythe que si j'ai besoin d'aide, c'est vraiment que je suis une nouillasse, quoi. C'est parce que je m'en sors pas seule. Les vrais entrepreneurs qui sont super bons, ils s'en sortent seuls. Et alors, mon Dieu, mais quand je me suis débarrassée de ça et que j'ai constaté, alors en fait, je peux y aller seule, en chier, avoir pas les bonnes infos, pas au bon endroit, chercher des trucs qui sont planqués dans des angles morts que je peux même pas regarder seule. Ou alors, je peux payer des gens et avoir des potes qui me permettent d'aller regarder ça régulièrement, d'avancer 10 fois plus vite, avec plus de kiff, moins de souffrance, et de constamment rajouter des nouvelles personnes parce qu'il y a des nouveaux trucs que j'ai envie de vivre. Et ça m'accélère dans le fait que j'ai envie de vivre ça, mais ça a changé ma vie. Et maintenant, c'est marrant, ma vision a changé parce que quand je regarde, je me dis, mais en fait, aucun entrepreneur, aucun athlète, aucun artiste n'y arrive seul. Ça n'a pas de sens. Un artiste se dit pas, moi, mon but, c'est de me passer de mon coach vocal. Mais, mais non, absolument pas. Mais qui va dire ça? Non, ton but, c'est de trouver le coach vocal toujours le plus affiné, le plus adapté, de rajouter des nouvelles personnes qui vont t'aider à mieux danser, à mieux faire ceci, à mieux faire cela, qui vont juste faire que tu avances de plus en plus vite et de plus en plus soutenu vers qui tu as envie d'être. Donc ça, c'est mon top 3: rebrancher désir et ambition, mettre en priorité mon cœur de métier et assumer mon exigence, et créer le système et solide et vivant qui m'amène vers qui j'ai envie d'être. Ok, À vous les trop studios. bien. Ah ouais, studio. Moi, je rajouterais que depuis que je sais que Céline Dion a un coach vocal, enfin moi, ça s'est arrêté là pour moi, quoi. Si même Céline a un prof de chant, voilà. Alors moi, le top 3 des trucs qui m'ont fait bouger. Le premier, bon, il va y avoir beaucoup de résonance avec ce que tu as dit, hein, mais le premier, c'est le mode entraînement du cucu. En gros, j'attends plus que mes désirs me tombent dessus, telle une révélation divine. J'attends plus que le tapis rouge soit déroulé jusqu'à la destination finale. J'avance avec ce que je sais en fait et en gardant le focus et l'attention tournée vers l'intérieur. Donc ça passe par plusieurs trucs, hein. Ça passe par créer des espaces d'écoute de moi. Donc le coaching est un espace privilégié pour ça et moi j'imagine plus me passer du coaching en fait. Enfin, il y a eu un moment dans ma tête où je me suis dit ah ouais ça y est je me suis fait coacher, c'est bon, je peux me débrouiller toute seule. Non, non, non. Moi, je constate que quand je me fais coacher, je kiffe plus, j'ai plus de résultats, etc. Donc, je ne vois aucune raison de dégager ça de mon système. Donc ça, c'est des espaces où je suis en interaction. Après, il y a aussi des moments où je suis à l'écoute de moi, où c'est con, mais tu vois, juste de me poser, de fermer les yeux, de respirer, ça me permet de sentir ce qui se passe à l'intérieur, d'avoir ces réflexes-là plusieurs fois par jour, de OK, qu'est-ce qui se passe genre, tu passes ta tête à l'intérieur, salut, comment ça se passe ici? Vous avez quoi comme info pour moi? Des temps de rien aussi hyper important. Moi, j'ai tendance à toujours remplir de fou. Et là, il n'y a pas longtemps, je me suis acheté un hamac et genre, je me mets dedans et je ne fais rien. Je gratte la tête de mon chien et je ne fais rien d'autre. Et en fait, ça me fait un bien fou et ça me permet de... comme ça me permet d'avoir plein d'idées qui émergent, d'entendre des choses chez moi que j'entendais pas avant. Je me rappelle aussi d'une fois notamment où j'avais décidé de ne pas me lever tant que j'avais pas une envie pour ma journée. Et j'ai attendu 10 minutes avec une certaine angoisse en me disant mais j'ai des désirs en fait ou pas? Comment ça se passe? Enfin, ouais, à part prendre mon petit déjeuner, il n'y a pas grand-chose qui me vient là tout de suite. Et donc, j'ai attendu sagement. Et en fait, j'ai fini par avoir des images de forêt en tête et de me dire ah, mais en fait, j'ai trop envie d'aller me balader en forêt. J'ai envie de ça aujourd'hui. Et du coup, je suis allée me balader en forêt. Mais il a fallu avoir 10 minutes de rien et d'être confortable avec ça, en fait, avec le fait que pendant 10 minutes, il se passait rien du tout. C'était l'angoisse. Donc voilà, des espaces d'écoute. Ensuite, il y a l'entraînement pur, c'est-à-dire me coller régulièrement à ma vision à 300 ans, à ma meilleure version de moi-même, d'améliorer mon tableau, de checker si ce que j'ai écrit correspond toujours à ce qui est là aujourd'hui ou si ça a évolué, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles infos.
et est-ce que les actions que je mets en place vont évidemment dans cette direction, parce que c'est pas tout de faire ta meilleure version de toi-même, mais si genre tu te dis bah moi je veux avoir, alors moi ma colonne énergie c'est que je veux avoir l'énergie d'un concert d'Arcade Fire. Si vous connaissez pas ce groupe, jetez-vous sur YouTube, mais après le webinaire, parce que genre, là je parle. Et et vraiment, ils sont 12 sur scène, il y a plein d'instruments, ils sont au taquet, c'est les concerts, mais c'est la fête absolue. Moi, c'est mon image de la meilleure version de moi en termes d'énergie. Si derrière, je ne mets pas des actions en place, genre si je bosse 12 heures par jour comme une Brutus, que je ne prends pas soin de mon corps, etc., je suis à des kilomètres de la meilleure version de moi-même. Donc régulièrement, checker, est-ce que les actions que je mets en place, ça m'amène vraiment vers moi, le concert d'Arcade Fire, ou est-ce que c'est juste des histoires que je me raconte et que je range ensuite dans un coin. Bon, ben, c'est bon, j'ai fait mon exercice de ma MVM, allez hop, on passe à autre chose, quoi. Donc ça, vraiment me recoller à ça régulièrement, à la fois pour ancrer les nouvelles infos et puis pour vérifier que j'avance bien dans cette direction. Et puis voilà, de la mise en place de routines. Encore une fois, c'est pas rigide, ça bouge, mais d'actions en fait régulières qui soutiennent ça. Ça, c'est mon premier truc, entraînement du cucu. Le deuxième truc, c'est mettre en place, j'ai dit les 4 systèmes parce que pour moi, il y en a 4. Le premier, c'est le système de soins. C'est-à-dire que là, j'ai un niveau de challenge en ce moment qui est élevé dans ma vie d'entrepreneur, même dans ma vie tout court, parce que je peux avoir des objectifs sportifs importants, me mettre des 80, des 100 km, donc bon, voilà, des objectifs hauts. Il faut absolument que mon système de soins soit à la hauteur de ça, sinon c'est en gros… je décharge ma pile, quoi. Enfin, si je décharge ma pile et que je la remets pas à brancher, si je soigne pas mon sommeil, si je soigne pas mon alimentation, si je sais pas, si je me fais pas masser. Je me souviens quand j'ai couru mon premier marathon, je me suis fait masser 3 fois par jour pendant les 3 jours qui ont suivi. Ouais, en plus mon mec est toujours chaud pour me masser, donc ça c'est quand même la joie. Ouais, je me suis fait masser de dingue parce que j'avais quand même infligé 42 km à mon corps. Donc, tu peux pas dire bon, super, allez, c'est quoi le prochain challenge sans passer par la case récup. C'est juste totalement déconnant. Donc, voilà, ce que je fais dans le sport, les boissons, les massages, l'ostéo, etc., je le fais aussi dans ma vie par rapport aux efforts que je fournis dans ma vie d'entrepreneur. Donc, ça, première chose. Système de soins pour reprendre de l'énergie. Deuxième chose, c'est le système de récompense. Moi, ça, c'est un truc, c'est nouveau pour moi, mais pendant longtemps, j'étais en mode minimiser mes victoires et toujours regarder ce que j'ai mal fait, ce qu'il faut améliorer, il y a un bug, tu crois? Je sais pas. Je me vois parler alors que j'ai pas parlé depuis un sacré bout de temps. Ah, mais je pense qu'il y a une latence entre nous et le Facebook. Peut-être si quelqu'un nous entend, nous mettre un commentaire pour nous dire comment ça se passe au niveau de la réception. Ouh, vous nous entendez? Juste dire ça marche pas, qu'on sache si on parle ou si on monologue. Vas-y, continue parce que s'il y a une Ouais. latence, il y a une latence dans un quart d'heure là presque. Enfin, de 10 Ah minutes. ouais, ok. Bon, très bien. Je continue alors. L'autre truc, donc c'est les victoires. Ouais, moi j'avais tendance à toujours ne regarder que ce que je pouvais faire de mieux ou ce que j'avais mal fait et pas du tout reconnaître ce qui avait été fait. Donc là, il y a un truc qui se met en place de célébrer les bons moments. Là, par exemple, j'ai fini l'écriture de mon livre. On a une semaine de vacances dans les Pyrénées avec mon mec où on va faire des trucs trop chouettes, sauter en parapente, etc. Et vraiment, dans ma tête, c'est ma récompense pour les efforts fournis ces derniers mois. Donc voilà, reconnaître, célébrer, hyper important. Parce que justement, ça fait écho à ce que je disais avant, quand je ne savais pas comment j'avais fait ce que j'avais fait. Si tu ne reconnais pas ce qui a été fait, tu ne peux pas le reproduire, tu ne peux pas savoir comment tu as fait, ce n'est pas possible. Donc vraiment, hyper important. Le troisième système, c'est l'inspiration. Ça, pareil, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais en gros, varier mes sources d'inspiration. Si tu te coltines que des bouquins sur le marketing, etc., au bout d'un moment, ton business, il ressemble à tous les autres. Tu sors les mêmes trucs ressucés que tu lis partout sur Internet, c'est insupportable. D'ailleurs, quand tu les écris, tu souffres clairement parce que tu sens que ça ne vient pas de toi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. D'ailleurs, tu m'avais coaché là-dessus. Je t'avais dit, Laure, je n'arrive plus à écrire. Et on avait vu finalement que c'était pour la première fois, j'allais plonger vraiment à l'intérieur de ce que moi j'avais à dire.
et que ça me foutait la trouille, mais qu'au final, quand j'avais réussi à rebrancher ça, il y avait beaucoup plus de kiff dans le fait d'écrire, il y avait beaucoup plus de moi. Et ça c'est venu en amenant mon univers et en me branchant à tout ce qui m'inspire, quoi. Le trail, plein de fictions que j'adore, etc. Donc voilà, par exemple, la série Anne with an E, c'est une série de bouquins à la base, ça a été adapté sur Netflix. Mais moi, c'est une source d'inspiration business, mais juste incroyable. Alors que c'est une gamine qui débarque dans un village au Canada et qui fout le bordel parce qu'elle est hyper entière, hyper passionnée, alors que les autres, c'est tous des peigneux cul, quoi. Si je caricature. Donc voilà, énorme inspiration business pour moi. À mes amis, son côté entier, passionné, fou, enfin voilà, j'adore, quoi. Ça me botte les fesses pour entreprendre. Et quatrième système, c'est la progression. Ça rejoint ce que tu disais sur ton cœur de métier, Laure. C'est vraiment mettre le focus sur comment j'augmente mes compétences, ma valeur cœur de métier. Comment je suis une meilleure coach, comment j'amène plus de transformation à mes clients. Donc moi, ça passe par formation, supervision. C'est surtout ça. J'ai quand même 3 espaces de supervision en ce moment. Donc voilà, gros focus sur la valeur cœur de métier parce que si tu veux augmenter tes prix, si tu veux créer des nouvelles offres pour emmener tes clients plus loin, faut être au clair sur comment tu progresses, quoi. Et mon troisième et dernier truc qui m'a fait bouger, c'est de passer, j'allais dire, de freelance à entrepreneur, vraiment de passer en mode gestion d'entreprise et pas je gère le tout venant, j'ai un mail qui arrive, donc je passe là-dessus. C'est vraiment d'avoir plus de rigueur dans comment j'organise ma journée, comment j'envisage mon entreprise, comment je gère mes sous, comment je gagne du temps. Par exemple, j'ai automatisé un certain nombre de choses, la prise de rendez-vous, j'ai dupliqué, j'ai essayé de gagner du temps à des endroits où j'ai pas beaucoup de valeur, où ça n'a pas de valeur que j'y passe du temps, pour en accorder plus sur de la production, sur du marketing, sur des échanges avec les clients, sur vraiment des choses où j'ai beaucoup plus de valeur. Donc il y a ça, il y a regarder les chiffres. Et ça, je vais vous en donner plus de détails quand on donnera le fameux exercice pour terminer. Mais c'est vraiment déjà avoir un plan avec des investissements pour cette année, savoir combien je veux faire de CA, parce que mine de rien, j'ai quand même passé un certain nombre d'années sans avoir la moindre idée du revenu que je voulais générer. Si déjà des gens voulaient bien me payer, c'était pas mal. Donc, oui, c'était le patinage artistique en fait, ce truc, mais sauf que moi je sais pas patiner, tu vois, donc c'était ça. Donc j'ai un objectif, un plan d'investissement, je sais exactement où est-ce que je veux mettre des sous cette année, combien je veux me verser, enfin tout ça est dans des tableaux et suivi, je veux savoir quelle offre génère quel revenu, tout ça c'est checké toutes les semaines. Et puis, le dernier truc, c'est regarder la rentabilité de mes offres parce que ça, donc, on va enchaîner sur l'exercice là-dessus. Mais quand tu n'es pas dans des mesures, on va dire, objectives de ce que tu fais, tu peux avoir l'impression que cette offre, elle cartonne alors que concrètement, elle te rapporte 10 euros de l'heure. Ou l'impression que telle offre, elle ne marche pas du tout, alors que en fait, c'est celle qui est la plus rentable et qui représente la plus grosse part de ton chiffre d'affaires. Donc, vraiment avoir un regard professionnel en fait sur ces choses-là. Et ça va faire le lien avec l'exercice qu'on vous propose et sur lequel on va terminer. Alors, il est en plusieurs volets. Laure, tu me complètes si j'oublie des trucs. D'abord, attends, avant que tu parles Ouais. d'exercice, je veux juste dire, c'est pas un exercice que vous allez avoir envie de faire. Donc, c'est un exercice qui va soulever des résistances, des «Oh, mais ça, je sais à peu près dans ma tête. Non, mais ça, c'est bon, j'ai pas besoin de le faire. Ah, mais je l'ai déjà fait.» Je peux vous dire que cet exercice, on l'a fait avec des gens qui fonctionnent à l'intuitif. On l'a fait avec des gens qui font des tableaux Excel toute la journée. On l'a fait avec des gens qui ont des boîtes qui roulent. On l'a fait avec des gens qui ont des boîtes qui roulent pas. Il n'y a pas une personne qui n'a pas fait cet exercice et qui a fait «Ah » à la fin en découvrant des trucs sur son business. Donc juste, le cadeau est à l'arrivée, mais c'est normal et c'est pas étonnant de ne pas avoir envie de le faire. Voilà. Donc s'il y a de la résistance, juste soyez avec la résistance et puis allez-y parce que c'est juste il n'y a pas de moyen de faire cet exercice et de ne pas avoir un cadeau. Maintenant, c'est à vous. Ok, alors, déjà, la première chose, c'est de lister toutes vos offres actuelles, celles qui existent, hein, pas celles qui n'existent que dans votre tête, mais vraiment celles que vous avez actuellement, de les lister, de regarder combien de temps vous passez
par semaine avec chaque client. Non, sur cette offre avec un client. Par exemple, moi, j'ai une offre qui est du coaching à la séance et je passe 1 heure par séance avec un client. Ça, plus le... Attends, parce que là, je suis en train de m'embrouiller un peu. Laure, tu peux... Attends, il y a ça. Et donc, en face, vous mettez le taux horaire, c'est ça. Vous mettez le taux horaire de cette offre. Donc, si par exemple, c'est une offre, vous la vendez, je ne sais pas, 1 000 € et vous avez 6 clients et vous y passez 1 heure par client, bah, vous faites le calcul comme ça. L'idée, c'est d'avoir le taux horaire de votre offre par client. Laure, c'est clair ce que je raconte ou pas? Je n'ai pas du tout l'impression d'être claire là dans ce que je dis. Ouais. Je vais le reformuler à ma façon Ouais, et on verra si, voilà, parmi les deux yes. formulations, les deux formes de façon de réfléchir différentes. Très simple, en fait, vous commencez par faire une liste de ce que vous offrez, produits ou services, et vous regardez avec objectivité, donc c'est quoi le prix à l'unité et c'est quoi le temps que ça prend de le faire. Alors, si vous avez des produits, que vous vendez des produits en ligne qui ont été rentabilisés depuis longtemps, c'est-à-dire vous les avez faits depuis longtemps, c'est juste le temps de marketing, parce que c'est ça qui va faire rentrer l'argent. Mais effectivement, il n'y aura pas de temps de production en tant que tel. Par contre, si c'est de la couture, si c'est des objets, il y a tout le temps de fabrication, plus le temps pour le vendre. Et si c'est du coaching, vous pouvez vous arrêter à juste le temps que ça vous prend de coacher une personne. Donc, un forfait de 6 séances que vous vendez 1 200 €, c'est 6 séances. Si vos 6 séances, elles durent 1 heure chacune, c'est 6 séances, 1 200 €. Il y a pas, mettons que vous ne payez pas encore de TVA, ça fait 200 € de l'heure. Et donc là, vous savez combien vous gagnez de l'heure pour chaque offre. Et vous le faites pour chacune de vos offres pour regarder vraiment. J'ai un client qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Il a découvert qu'il fait des stages pour 20 € de l'heure. Voilà, on est bien. Il y a des gens qui découvrent qu'ils travaillent à 5 € de l'heure. Donc, la première étape, c'est ça. Faites la liste de vos offres, les prix en face, avec honnêteté. On n'est pas à la minute près. Combien d'heures ça vous prend en production pour tout le monde, sauf si c'est des produits passifs que vous avez déjà fabriqués dans le passé. Et là, auquel cas, vous mettez le temps plutôt de vente et de marketing. Et derrière, vous regardez, OK, combien ce produit me rapporte à l'heure. Ça, c'est la première étape. Et à mon avis, on peut juste faire cette étape-là. Et la deuxième étape qui est, vous regardez combien vous voulez gagner par mois. Et Ouais. c'est quoi le mix de ces offres-là pour gagner ce que vous voulez par mois? Sachant que si le temps par mois, ça fait plus que, mettons, 35 heures par mois ou 40 heures par semaine, on va dire 40 heures par semaine fois 4 semaines, 160 heures. Si vous avez 160 heures pour gagner 2 000 €, vous êtes complètement à côté de la plaque. Il faut avoir du temps pour l'administratif, il faut avoir du temps pour les imprévus, il faut avoir du temps de vacances, il faut avoir du temps pour le marketing, il faut avoir du temps pour plein d'autres choses. Et donc, l'idéal, ça serait que vous obteniez le montant que vous voulez en n'ayant pas 20 heures plus, hebdo. en n'ayant pas 20 heures plus hebdo. de 80 heures par mois, quoi. Une vingtaine d'heures hebdo à peu près. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y a les vacances. Donc, 20 heures, c'est vraiment genre le max que vous devez viser pour, si vous voulez gagner 3 000 €, il faut que vous ayez en 20 heures de travail par semaine les 3 000 € qui rentrent. Donc 80 heures par mois si vous faites tout En au mois. 80 heures par mois, ouais, c'est ça. Bah oui, parce que finalement, on peut vite passer, s'imaginer que son temps de travail, c'est du temps de production à 100%, alors que il y a tous ces trucs qu'on ne voit pas, que tu as évoqués. Il y a l'administratif, il y a le marketing, il y a les pauses cachées, il y a le temps que ça prend pour se caler avec un client, il y a les devis. Enfin voilà, ça dépend vraiment de chaque entrepreneur. Mais finalement, c'est pas réaliste d'imaginer qu'on va passer plus de 15 à 20 heures par semaine en ce que j'appelle production. Par exemple, moi, je suis coach, donc quand je coach, je produis. Si vous êtes, je ne sais pas, masseur, quand vous massez, vous produisez. Donc, ce n'est pas réaliste de penser qu'on va passer plus de 15 à 20 heures par semaine sur de la production. Donc, du coup, il faut que sur ces 15 à 20 heures par semaine, vous génériez le chiffre d'affaires qui est celui que vous voulez avoir tous les mois. Donc déjà, tu as des grosses surprises quand tu calcules la rentabilité horaire de tes offres, n'est-ce pas? Grosse surprise. Et donc après, c'est de regarder, vous pouvez jouer avec ça. Moi, ce que je faisais à un premier niveau de ça, c'est de se dire, OK, je veux gagner, mettons, 3 000 € par mois.
qu'est-ce que je peux vendre? Bah, si j'ai une offre à 1 000 euros, il faut que j'en vende 3 par mois. Vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi. Il faut que j'en vende 3 par mois. Et OK, ces offres, combien de temps elles me prennent? Ah bah en fait, elles me prennent 30 heures par offre. À chaque fois que je vends pour 1 000 euros, mais en fait, j'ai 30 heures de travail. Donc du coup, j'ai 30 fois 3, 90. Donc je peux faire mes 3 000 euros, mais j'ai déjà 90 heures. Donc je suis déjà dans les choux, en fait. Vous pouvez le faire dans ce sens-là si ça vous parle plus. Il y a vraiment deux façons de rentrer dans cet exercice-là. Soit vous commencez par vos offres et vous faites le calcul de combien ça vous rapporte par heure. Et après, vous regardez bah, du coup comment je fais pour gagner ce que je veux par mois en travaillant pas plus de 20 heures par semaine. Soit vous faites dans l'autre sens combien je veux gagner, ça représente quoi dans mes offres actuelles. Et bah ok, maintenant je regarde combien de temps ça me prendrait, est-ce que c'est réaliste? Vous allez vraiment tomber sur des surprises parce qu'il y a des offres que vous négligez peut-être et qui sont ultra rentables, donc ça vaudrait carrément le coup d'en vendre plus. Moi, la première fois que j'ai fait ces calculs, je m'étais rendu compte que le e-book que j'ai écrit il y a longtemps, 29 jours pour quitter son job, il se vendait, il me rapportait 1 500 € par mois par an, pardon, en faisant rien du tout. Je faisais aucune opération de promo. Il était même caché au fond du site. C'était un peu. Moi, je me demandais à chaque fois qu'une vente tombait, mais comment on fait les gens pour trouver ce e-book? J'ai pas réussi à le cacher assez bien, quoi. Et en fait, bah voilà, il y avait un intérêt. J'ai choisi de ne pas le faire, mais il y avait un intérêt à ce moment-là à se dire, je mets des pubs sponsorisées, par exemple, et je fais en sorte que cet e-book me rapporte beaucoup plus d'argent et beaucoup plus d'adresses email. Et du coup, ça augmente ma visibilité, ça augmente mes revenus, ça fait rentrer des gens dans mon système qui sont en phase de reconversion. Triple avantage. Pas du tout fait ça comme stratégie, parce que c'était l'époque où j'étais à fond en coaching et je faisais que monter ma valeur de coach et pas du tout monter ma valeur marketing. Mais c'était clairement une piste. Donc, ça vous donne des vraies infos. C'est l'exercice le plus chiant, personne n'a envie de le faire, Mm. mais c'est un excellent point de départ pour derrière voir, bah ok, j'arrête de collectionner des émotions et d'être dans les montagnes russes, je commence à collectionner des faits. Je Mm. commence à regarder la réalité. Et la réalité, c'est que s'il faut travailler 120 heures par mois pour gagner 1 500 balles, ça ne fonctionne pas. Ouais, et je rajouterais à ça enfin moi, c'est par rapport à ma propre expérience en faisant cet exercice, c'est que ça ne sert à rien d'avoir 10 offres en fait. Ça ne sert à rien parce que 10 offres, ça veut dire 10 offres à promouvoir, à gérer, enfin, ça veut dire que tu as 10 fois plus de travail que si tu n'en as qu'une en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut n'en avoir qu'une, mais en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant et souvent plus efficace d'avoir quelques offres sur lesquelles tu mets le paquet plutôt que d'avoir 10 offres et de t'éparpiller dans tous les sens en promouvant un peu celle-ci dans un coin, un peu celle-là dans l'autre. Et puis là, tu investis dans un outil, mais finalement, il ne sert qu'à une seule offre. Et puis, tu payes un autre outil pour une autre offre. Et enfin, voilà, ça, c'est pareil. Quand vous calculez la rentabilité de votre offre, pensez au coût de vos outils ou de, je sais pas, de vos prestataires, de toutes les dépenses que vous pouvez avoir pour vraiment prendre la marge réelle de cette offre et pas seulement, pas seulement combien ça vous rapporte en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, simplifier, avoir une poignée d'offres vraiment que vous kiffez, qui marchent et sur lesquelles vous pouvez concentrer vos efforts plutôt que de vous éparpiller sur 10 offres différentes, d'être à tous les endroits et finalement un peu nulle part, quoi. Est-ce que ça ne ferait pas une transition parfaite vers ce que tu vas proposer dans Jane Austen? Et ben, tout à fait, tout à fait. Ben, il y a le club Jane Austen qui est donc un club qui va durer 6 mois, qui démarre lundi 29 juin, donc dans 10 jours. Ce soir, c'est le dernier soir pour postuler. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire dans Jane Austen? Eh bien, justement, c'est lié au thème de ce webinaire, hein. L'idée, c'est de passer de ce mode je suis sur les montagnes russes énergétiques, émotionnelles, financières, etc., à un mode j'ai un business fiable, rentable et kiffant surtout. Donc là, c'est pour 8 entrepreneurs. Il y aura du coaching de groupe et de l'individuel. Et l'idée, c'est à la fois de vous faire monter en compétences business et mindset et que vous ayez un espace de prise de recul pour gagner en clarté sur ce qui bouine, voir vos angles morts et pouvoir reprendre du pouvoir à cet endroit. En gros, il y a vraiment deux choses. C'est que ça ne va pas marcher sans travail sur l'intérieur, sur votre ambition, sur vos désirs, sur vos critères de succès personnels, sur qu'est-ce que c'est la réussite, qu'est-ce que c'est le kiff pour vous, d'une part.
Mais on n'est pas pour autant, enfin, il n'y a pas de vision romantique de ouais, et à partir de là, je vais claquer des doigts et boum, magie, mon business va se monter tout seul. Non, il y a aussi des réflexes à acquérir qui, de toute façon, sont indispensables pour que ça marche, quoi. Il y a vraiment besoin c'est ça, de mettre une casquette d'entrepreneur, d'avoir des réflexes, de regarder les chiffres, c'est pareil, de passer à l'action. Ça, c'est un truc qu'on répète tout le temps dans les aventurières, c'est qu'il n'y a pas de clients qui viennent à toi si tu ne vas pas les chercher. Il n'y a pas de progression il n'y a pas de clarté supplémentaire sur ce que tu veux faire si tu ne testes pas des choses. Donc voilà, il y a tout un tas de... On va travailler sur ces deux axes vraiment, à la fois l'exploration intérieure et puis le développement de compétences business mindset qui sont indispensables pour passer à la suite. Donc voilà, c'est pour des entrepreneurs qui ont entre 0 et 3 ans d'entrepreneuriat, qui ont quelques clients, qui font du CA, donc qui savent déjà comment trouver leurs premiers clients, mais qui vraiment veulent passer à la suite en termes d'ambition, de résultats, de jouissance, et puis développer un empire à partir de leur folie, de leur singularité et s'éclater, créer leur vie et leur business zéro regret. C'est avec moi, ça dure 6 mois. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. On va vous mettre le lien avec toutes les infos et pour postuler. Donc voilà, il y a jusqu'à ce soir. On a déjà validé des participantes, on est contente, ça va être trop bien. Et voilà, Laure, quelque chose à dire en plus ou pas? Non, j'aime beaucoup ce que tu dis sur le mélange entre... En fait, moi, ce que j'aime plus on avance, en plus en tant qu'équipe, plus je vois que ça accélère la finesse pédagogique de ce qu'on fait. Et là, j'aime bien parce que quand je t'entends, je me dis, c'est un endroit idéal pour développer cette compétence de à quel moment c'est à l'intérieur que ça se passe et que c'est un endroit où je dois m'explorer. Et à quel moment, en fait, j'ai pas l'info, j'ai besoin d'une info extérieure, j'ai besoin de passer par de l'expérience et de récolter des infos. Et je sais que toi, en tant que coach, tu as une grande finesse là-dessus parce que je te vois fonctionner et je te vois et en tant que cliente, en tant que membre d'équipe et en tant que coach. Et du coup, je me dis, mais c'est un espace d'entraînement tellement rêvé par rapport à l'époque des montagnes russes que moi j'ai traversé, que toi tu as traversé, d'avoir vraiment de développer cette finesse de c'est quoi mon mode de fonctionnement en fait? C'est au-delà d'avoir une entreprise qui roule, comment est-ce que moi je m'utilise au mieux pour que cette entreprise, elle roule au-delà du financier? Elle roule parce que l'ambition se développe, elle roule parce que je kiffe d'être là, elle roule parce que plus je suis dedans et plus j'ai envie voilà, d'ouvrir des espaces et d'explorer et non plus je change d'un manège pour aller sur un autre parce qu'en fait celui-là me plaît plus, j'ai peur, je monte dans un autre manège, mais en fait je continue à boucler et à vivre de l'émotionnel et de l'intensité complètement délirante. Là, je vois que c'est un endroit où toi, tu es capable d'accompagner le passage de je cherche de la nouveauté dans tous les sens parce que j'arrive pas à me poser sur ce que je veux à je suis tellement claire sur ce que je veux qu'en fait, ça se développe parce qu'à l'intérieur, ça se développe, quoi. Totalement, mais moi ça me fait penser typiquement, enfin j'ai des clients qui ont des super CA, tu vois, qui font plus de 100 000 et qui pourtant snooze le réveil à l'infini le matin. En tout cas, sont arrivés en coaching au départ avec cette problématique-là de en fait je sais plus pourquoi j'entreprends, je fais un super CA, mais voilà, la motivation n'est plus là. Et c'est pour ça, c'est ce que tu dis, quoi, qu'il y a vraiment deux espaces sur lesquels travailler et savoir jongler entre eux quand est-ce que tu as besoin de quoi, vraiment. Carrément. Trop bien. Pour postuler, du coup, sur le site. C'est en onglet sur le le lien. site d'En Travaille avec nous, Jane Austen, et on va rajouter le lien. Je ne sais pas combien de latence on a par rapport au direct sur Facebook. Donc, si jamais on arrête avant et que vous avez des questions, taguez-nous et on y répondra avec joie. Il y avait 2 questions sur les indicateurs, mais du coup, moi, l'exercice qu'on a fait, il répond. En fait, pour moi, c'est ça déjà. Avant de chercher les indicateurs, c'est ça qu'il faut regarder. Ah oui, les questions au préalable, oui, qui avaient été posées Tout à fait. avant. Oui, ok. Oui. Voilà. Ok, ouais, taguez-nous sur cette vidéo, ça sera plus simple, comme ça en plus tout le monde en profitera si jamais vous avez d'autres questions. Et voilà. Et moi, je mettrai le replay sur YouTube parce que je pense qu'on a pas mal lagué. Ok, Voilà. ok, Est-ce qu'on ne ouais. pourrait pas étendre la deadline d'inscription à demain, comme on s'est... Ouais, si jamais il y a de la latence, ouais, carrément, carrément. On peut faire ça.
j'avais ça en tête en me disant, bon, là, on est en train de dire c'est ce soir, mais s'il y a des candidatures demain, c'est sûr qu'il y aura encore possibilité d'échanger avec nous. Par contre, après, ça sera plus possible pour une raison très Ouais. simple, c'est qu'on fait des entretiens systématiques pour rentrer dans le club. Et du coup, ben, voilà, on ne fait pas des entrées automatiques, c'est vraiment des gens qui sont choisis. Et il faut qu'on ait le temps de faire les entretiens avant de commencer Bien le club. sûr. Donc, et quand je dis on, je veux dire Annelle, car c'est elle qui fait tous les entretiens. Voilà. Ouais, ouais, totalement, totalement. Et oui, et puis bah, si c'est pas Jane Austen l'endroit approprié, le but c'est pas de faire rentrer à Jane Austen à tout prix, quoi. Donc Mm. oui, carrément. On prend le Donc, temps de demain, soigner vendredi ça. 19, Tout à fait. fin des possibilités de postuler. Et je vous mets le lien tout de suite en commentaire. Le lien pour Jane. Tac. Et je le remettrai dans la description. Je pense qu'on est bloqué. En tout cas, moi, je vois notre vidéo figée sur Facebook. Ok, ok. Et yes. Et aussi, je disais, si vous avez des questions, mais si vous avez des réactions aussi, moi je suis curieuse de savoir ce que vous retenez de ce live, c'est quoi vos pépites, quoi. C'est quoi le truc là, le déclic de la soirée, ce que vous emmenez avec vous et que vous sentez qui va vous faire bouger, dont vous allez vous saisir. Ben, Mm. pareil, partagez-le, on est curieux de savoir. Ouais, carrément. C'est toujours, on a dit beaucoup de choses, mais si vous retenez qu'une seule chose de ce live que vous allez mettre en place ou qui va vous servir dès maintenant dans votre business, c'est quoi? Une bonne soirée, Madame Carrément. Saurigné. Eh bien, bonne soirée, Madame Joutot. Merci pour ce moment. Oui, au revoir. Au revoir.